Et bonjour Florent, comment ça va? Bah ça va très bien et toi David? Eh ben écoute, ça va, on dirait que ça y est, c'est la rentrée des classes, on en parlait C'est là. la semaine dernière, hein. Moi je suis tout Euh, fébrile, hein. Je suis tout fébrile, je veux dire ça faisait quoi? Ça faisait 3-4 mois qu'on avait arrêté, on a fait un petit épisode bilan compagnie il y a une semaine en fait. Et, mhm. bah ouais, c'est vraiment cool de se remettre dans l'écriture d'épisodes. Et ouais, et donc c'est le démarrage de la deuxième saison, hein, Exactement. pour notre plus grand plaisir, et puis pour le plus grand plaisir de ceux qui nous écoutent avec assiduité. Et donc voilà. Alors du coup, par rapport à ce petit épisode bilan là, on a eu quelques réactions. Bon, écoute, on sent qu'il y en a pour tous les goûts, hein. Ouais, exactement. Mais moi j'ai été super étonné et ça fait super chaud au cœur. On a eu plusieurs dizaines, je dirais quand même, de messages d'encouragement et de personnes qui sont contentes de la reprise. Donc en vrai, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ouais, et puis Merci à tous pour vos messages. on en découvre aussi tous les jours, hein. C'est vrai que des fois on se dit ah tiens, il y avait ça sur YouTube, il y avait ça sur. Bon voilà, ça montre un peu notre amateurisme, hein. Certains le Complètement. soulignent et nous on le remarque évidemment. On voit des messages qui ont été postés il y a 7 mois sur YouTube, mais voilà, en fait, on peut le dire, hein, moi, je suis plus sur les réseaux, sur Discord, sur Facebook et puis Apple Podcast, et toi, tu suis un peu plus YouTube, Spotify, et donc en fait, voilà, des fois, on va remettre le nez, puis on en redécouvre, mais ça fait super plaisir, et en fait, je pense qu'on va regarder plus souvent les réseaux qu'on regardait un peu moins là, parce que effectivement. On nous écoute un peu sur plein de réseaux différents. C'est assez étonnant. Effectivement, on va être un peu plus attentif. Un peu plus. On essaiera de tenir un peu à nos engagements par rapport à tout ça. Et puis, évidemment, qui dit nouvelle saison dit nouveau sujet, hein. Mhm. Alors, on va pas reprendre les sujets de l'année passée en faisant une mise à jour, hein. Non. Ça serait un peu tordu. Mais l'idée, c'est qu'on reprenne des sujets aussi qui collent peut-être aussi maintenant un peu à ce qui vous plaît le plus. C'est vrai qu'on échange, notamment sur Discord, hein, on a des échanges tout à fait intéressants avec certains d'entre vous qui nous ont proposé des sujets et pour lesquels, du coup, des choses qu'on connaît pas, hein, d'ailleurs, Ouais. et qu'on découvre et qu'on essaie d'aller découvrir et qui sont potentiellement des sujets qui pourront faire l'objet d'un épisode, hein. Ouais. Exactement. Exactement. Sur Discord récemment, on nous a proposé un sujet. Il y a parmi tous les sujets qu'on nous a proposé là, il y a l'histoire de l'assassinat dans la ferme en Allemagne. Au début du 20e, qui m'intéresse pas mal. Le sujet, il a l'air très intéressant. Donc Bon, n'hésitez écoute. pas à nous les envoyer. En tout cas, moi j'ai été le regarder, ce sujet est effectivement très intéressant. On va pas se disputer pour les sujets, hein. Il y en a assez Non, on pour va l'un et devoir se pour faire l'autre. un petit je te tiens pas la barbichette pour voir qui va Ouais, le bon, faire, mais c'est tout. écoute, ça ira. Moi, je suis plutôt bon à ce jeu-là, hein, donc attention. Vaut mieux se méfier. Et donc aujourd'hui, je sais pas si tu te souviens, on était au mois de mai, et au mois de mai, au dernier épisode, qu'on pensait pas être le dernier, hein, on va pas se mentir, hein. Ouais. Mais au dernier épisode de la saison 1, Bah normalement, ouais, je t'avais posé la question. Quel est ton prochain épisode? Et celui-là, je pense que l'épisode qu'on va faire aujourd'hui, c'était censé être le dernier épisode de la saison 1, ou alors quasiment le dernier, je pense. Donc, et toi, tu m'avais dit, ça va parler de disparitions ultra connues. C'était un petit de séries de disparitions que tout le monde connaît, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Et je dirais même plus archi connu, hein, si je me permets d'insister sur le côté très très connu de cette affaire. Est-ce que tu vas nous parler des chaussettes qui se perdent dans les machines à laver? Eh ben voilà, je suis percé à jour. C'est vrai que c'est une affaire obscure, hein, les chaussettes, Incroyable. les doublons de chaussettes qu'on perd. Non mais incroyable. Bah oui, mais bon. Par contre, c'est un épisode qui va durer 2 minutes. Donc, je suis désolé, j'ai pas pu en prendre beaucoup d'infos à ce sujet-là. Je vais vous parler du petit Kevin, qui a perdu une paire de chaussettes Tintin et Milou. Et non, allez, on revient à nos moutons. Et donc, je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit en 2 briques, on avait fait un petit pyramide. Je t'avais dit en 2 briques, je t'avais dit mystère, voilà. Bon, toi puis je t'avais dit figure géométrique. Alors là, c'était un petit peu. Ouais, c'est assez clair.
Voilà, c'est assez clair. Et donc moi aujourd'hui, je vais vous parler du triangle des Bermudes. Hein. Eh oui, Ouh, excellent David. le triangle des Bermudes. Alors, je sais, alors je vais pas te demander si tu connais l'affaire, parce que là on connaît tous l'histoire, mais en fait on connaît juste le nom. Ouais. Et on a souvent du mal à dire ce qui s'est passé dans le triangle des Bermudes. Enfin, je sais pas ce que Bah, t'en penses. ouais, moi je te dirais que évidemment, je pense que comme 99% des gens qui vont nous écouter, on connaît le nom de Triangle des Bermudes. On connaît pas forcément tous les détails et toutes les histoires. Moi, j'en connais une histoire en particulier d'une escadrille qui se serait perdue dans le Triangle des Bermudes pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je sais même pas si on l'a retrouvée au final dans le Triangle des Bermudes ou pas. Enfin, je connais ce détail-là. Après, je sais qu'il y a énormément d'histoires de disparition dans le coin. Mais voilà. Bon, eh ben écoute, on va essayer de découvrir et de redécouvrir, pour ceux qui connaissent déjà, un petit peu cette énigme. Alors attention, hein, je précise, c'est bien le triangle des Bermudes et non le triangle des Bermudas, hein, pour faire référence aux chaussettes de tout à l'heure. Le niveau des blagues. Ouais. Alors je sais qu'en plus on nous l'a déjà fait remarquer que nos blagues étaient d'un niveau. Bon bah voilà. Bah écoutez, ceux qui n'ont pas d'humour. Moi personnellement, ça me plaît. Hein. Oui, bah voilà, je sais. Mais puis ceux qui n'ont pas d'humour, après tout, bah écoutez, tant pis pour vous, hein, c'est dommage, hein, de ne pas avoir d'humour dans la vie. Hein. Bon, après, attention, c'est vrai que ça vole pas très haut, hein, mais bon. Alors, le triangle des Bermudes. Alors, c'est donc une zone géographique, évidemment, comme tout le monde le sait, qui est aussi également connue sous le nom du triangle du diable, et donc qui se situe dans l'océan Atlantique occidental, qui est défini par les points de Miami en Floride, des Bermudes et de San Juan à Porto Rico. Et donc, voilà, de fait, ça forme un triangle. Toute cette zone au milieu, là, ça forme un triangle. Dans les Caraïbes, en fait, c'est ça ? Voilà, on peut le dire plus ou moins dans les Caraïbes. Comme ça, c'est un peu plus clair. Alors, on peut dire déjà de prime abord, et on va en reparler durant tout ce sujet, que les caractéristiques de ce triangle, de ce fameux triangle, c'est qu'on a souvent des conditions météorologiques assez instables. On a parfois des variations du champ magnétique, et on verra, ça fera l'objet d'un point tout à l'heure. Et on a aussi beaucoup, comme tu l'as dit, les Caraïbes, c'est beaucoup d'îles, hein, beaucoup d'îles, d'îlots et de récifs coralliens. Ouais. Et évidemment, on peut aussi dire que c'est une autoroute maritime, hein, cet endroit de la planète, puisqu'il y a beaucoup de passages de navires à cet endroit-là de notre planète. Et donc, on a cette zone géographique, elle a acquis une notoriété mondiale, puisque pendant un bon moment, pendant toute une période, on a eu énormément de disparitions mystérieuses. Alors, parmi lesquelles, on va en détailler, hein, évidemment, mais on a eu, tu l'as dit tout à l'heure, et on va la détailler, le vol 19 en 1945. D'accord. Il y a des avions de l'US Navy qui ont disparu, mais on a eu aussi un navire en 1918, un autre navire en 1872, voilà. Ah ouais, ça date quand même pas mal. En 1948, en 1955, en 1963, en 1949, et je vais pas tous les étayer parce qu'il y en a une bonne vingtaine comme ça, des faits un petit peu mystérieux. Alors, chose qui est assez étrange, et tu l'as relevé, c'est que cette zone géographique, elle a une notoriété, mais qui est plus vraiment une notoriété d'actualité, on va dire. Oui, c'est vrai. Il y a un petit côté ancien dans ce genre de malédiction, tu sais, si on veut, un peu. Ouais, exactement. Et en fait, c'est pour ça qu'on a une réputation qui vient un peu être découverte dans les années 60. Puisque dans les années 60, on a des articles, on a des livres, on a des documentaires un peu sensationnalistes qui vont décrire la région comme un endroit où chaque navire ou chaque avion qui va y passer, il va disparaître. Et on remarque aussi que parmi cette temporalité, les premières disparitions, elles sont relevées à partir du milieu du 19e siècle, donc aux alentours de 1850-1860.
Et la première disparition qui vient un petit peu rendre le mystère, étoffer le mystère et mettre un peu de relief à tout ça, c'est effectivement la disparition du vol 19, allez je vais la faire à l'anglo-saxonne, le vol 19 de la marine américaine en 1945. Ok. Et donc c'est par ce cas de disparition que je vais commencer, il y en a d'autres, hein, on va les voir ensemble. Et donc le vol 19 en 1945, donc tu l'as dit, on est encore pendant... Alors est-ce qu'on est encore pendant... Oui, hein, je pense que c'est pas terminé la guerre avec le Japon encore en décembre 45. Alors attends, c'est à quelle date exactement ? Décembre 45. C'est décembre peut-être terminé. 45. Ouais, c'est terminé. Hein, c'est novembre 45, il me semble. Terminé, bonsoir. Ouais. Donc on est en décembre 1945 et donc 5 avions TBM Avenger de l'US Navy, connus sous le nom de Flight 19, ont décollé de la base aéronavale de Fort Lauderdale en Floride, donc pour réaliser un vol d'entraînement. D'accord. L'escadron, qui est sous le commandement du lieutenant Charles C. Taylor, était à l'époque composé de 14 hommes et avait pour mission de réaliser un exercice de navigation au large des côtes de la Floride. C'est loupé du coup. Pardon ? C'est loupé du coup l'exercice de navigation. Ouais. T'as spoilé là, hein, pardon. Alors l'itinéraire qui est prévu, c'est donc le plan de vol doit emmener l'escadron vers l'est, au-dessus de l'océan Atlantique, puis vers le sud-ouest, puis vers le nord-ouest. Enfin bref, ils doivent un petit peu naviguer, voler dans toute cette zone, et ça doit durer maximum 2 heures. D'accord. Peu de temps après le décollage, le lieutenant Taylor éprouve des difficultés à s'orienter dans la zone. Il croit être au-dessus de ce qu'ils appellent les Florida Keys, comme Alicia Keys, excuse-moi, okay. Plutôt qu'au large de la côte est de la Floride. Et donc, ce qui fait qu'en fait, lui, quand il est dans son avion, il va donner des informations erronées à tout l'escadron. Donc, il se plante, en fait, il dit on est là, et puis finalement, il n'est pas là. Les aviateurs de toute l'escadrille maintiennent le contact radio avec la base et les signaux radio sont déformés, ce qui rend difficile la détermination de la position exacte de tout l'escadron. Les messages radio sont de plus en plus confus, en fait. Au fur et à mesure de la mission, on avance dans cette temporalité et ça devient de plus en plus confus. Les derniers messages de l'escadron indiquent qu'ils sont à court de carburant. Donc déjà, à mon avis, ils ont déjà bien volé. Hein, ils sont déjà bien plantés dans leur vol pour justement arriver à panne sèche au niveau de leur vol. Le temps était mauvais à ce moment-là. Ils savaient pas, ils étaient complètement paumés, comme je te l'ai dit. Et ils ont également quand même réussi à signaler avoir vu des îles, mais en fait des îles qui correspondaient à rien pour ceux qui les suivaient au sol, puisqu'ils n'étaient pas du tout au bon endroit. Ça avait indiqué le mauvais endroit. Et donc, les derniers messages radio du Flight 19 sont ces messages-là, et juste après, l'escadron complet disparaît sans laisser de traces. C'est fou. Les efforts, alors évidemment, t'imagines qu'il y a un certain nombre de moyens qui sont mis en œuvre pour réaliser une mission de sauvetage, et aucun signe de l'escadron n'a été retrouvé. D'accord. Par contre, c'est cette flotte et ces avions qui sont partis à la recherche, ils sont tous revenus, mais ils ont rien trouvé. C'est ça. Voilà. Exactement. Okay. Tout à fait. Donc ça, c'est, on va dire, ce qui vient faire découvrir au monde le triangle des Bermudes. Ouais. Puisque y a quand même quelque chose d'un peu mystérieux dans cette disparition. Et donc, évidemment, la culture populaire, elle se prend un petit peu de passion pour cette disparition, et elle vient justement retrouver un peu des liens avec ce qui s'est passé dans le passé. Et donc on se dit, tiens, c'est marrant, il y a déjà eu des disparitions dans cette zone-là. Ouais. Et donc c'est là où on fait le lien, notamment avec un deuxième épisode, une deuxième disparition qui est assez étonnante. C'est la disparition de l'USS Cyclops en 1918. Donc c'est justement à chaque fois au terme des guerres. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport.
Mais donc là, l'USS Cyclops, c'était un navire de transport de carburant de la marine américaine. C'était, on peut le dire, l'un des plus grands navires de la marine à l'époque, puisqu'il mesurait jusqu'à 165 mètres de long. Donc c'était énorme. C'était D'accord. pas un petit bateau de pêche, d'un petit portoricain, non. Et d'ailleurs, on peut faire une petite référence à Petit portoricain. Ouais, c'était ceux qui auront la ref, ils pourront nous la mettre en commentaire. Oh mon Dieu. En 1918, donc pendant la Première Guerre mondiale, l'USS Cyclops est chargé de transporter du manganèse et d'autres matériaux stratégiques des îles des Caraïbes jusqu'aux États-Unis. Il est à l'époque sous le commandement du capitaine George W. Worley. Il y a 309 personnes à bord de ce navire. Ah ouais, quand même. Ouais, donc effectivement, c'est un beau bateau, quoi. C'est, on peut le dire, un beau bateau. Ouais. Tu l'as dit. Le navire quitte la Barbade le 4 mars 1918 pour un voyage en direction de Baltimore, Maryland. Et malheureusement, le navire n'arrive jamais à destination. Donc Maryland, qui est un peu plus au nord, donc il part des îles Barbade, qui est vraiment à l'est, et puis il va remonter, voilà. Et il va traverser le triangle en plein de En gros, il traverse le triangle pour remonter. Ouais. Et aucun message de détresse ni aucun problème n'ont été émis par le navire. Il a disparu sans laisser aucune trace. Genre, il n'y a pas du tout de message, même de tout va bien. Aucun message. Ouais. Okay. Des grosses recherches sont également mises en œuvre à l'époque pour retrouver le navire. Les États-Unis, avec d'autres nations, organisent une opération de recherche pour couvrir la zone. Malheureusement, les efforts de recherche ne relèvent aucun débris ni aucune épave de ce navire. Ok. Alors, il y a une petite théorie qui évoque que... on va revenir sur les théories, vous nous connaissez, on va en parler juste après. Mais en tout cas, il y a des théories qui disent que la coque se serait effondrée puisqu'elle était surchargée par la cargaison. Et au vu des conditions dans la zone météorologique, c'était un peu compliqué. Ok. Et puis on fait le lien encore, et puis on se dit, mais tiens, c'est marrant. Au 19e siècle, il y a déjà eu des bateaux qui ont disparu. Et on a ici cette histoire du Mary Celeste en 1872. Ah, il est connu celui-là, ouais. Et donc le Mary Celeste, c'était un brigantin, un voilier à 2 mâts, construit en 1860. Il était initialement baptisé Amazon. Ok. En novembre 1872, le navire est sous le commandement du capitaine Benjamin S. Briggs, avec qui se trouvent sa femme, Sarah, et leur fille de 2 ans, Sophia, et 7 marins qui les accompagnent. Le Mary Celeste a été chargé d'environ 1800 barils d'éthanol qui sont destinés à l'approvisionnement d'alcool industriel en Europe. Le Mary Celeste quitte New York le 7 novembre 1872 à destination de Gênes, en Italie. Le 4 décembre 1872, un autre navire, le Dei Gracia, repère le Mary Celeste qui dérive dans l'océan Atlantique. Donc, qui visiblement est passé dans cette zone. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que si tu remarques bien, après je suis pas une bille en géographie, mais on part de New York, on doit aller à Gênes. En théorie, on ne doit pas passer par le triangle des Bermudes. Après, peut-être qu'il y a des j'imagine qu'en ligne droite. Ouais. Je te dirais que nous, à Montréal, on est au même niveau que Bordeaux. Donc effectivement, si tu descends et que tu vas aller à Gênes, tu vas passer entre l'Espagne et le Maroc. Et donc effectivement, tu dois absolument pas passer dans le triangle des Bermudes. Bon, mais là, il y a quand même quelque chose d'un peu plus particulier que les disparitions précédentes. Puisque je te rappelle que les disparitions précédentes, on découvre rien. Un débris. Oui, alors que là, on voit le bateau. Sauf que là, l'équipage du Dei Gracia, il vient monter à bord du Mary Celeste, qui est à la dérive.
Mais comment ils voient qu'il y a la dérive? Je suis désolé, je suis pas marin, mais comment ils se disent tiens, voilà un bateau, on va monter dedans. Parce que à mon avis, un bateau qui est parti le 7 novembre à 1872, qui doit partir à Gênes et qui est vu le 4 décembre 1872, qui est encore dans les eaux, on va dire des États-Unis ou à proximité. Il y a déjà eu plusieurs remontées d'informations sur le fait que il n'est pas arrivé à destination, puisque après je pense qu'à cette époque-là, ça devait être normalement en un mois on y est à Gênes. D'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là l'équipage découvre le bateau et du coup ils vont monter à bord. Ils vont constater que le navire il est en bon état de navigabilité, donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Les voiles et le gréement sont intacts. La cargaison d'éthanol est intacte. Il n'y a aucun signe de lutte ou de violence à bord. Cependant, le navire manque de l'embarcation de sauvetage, d'un chronomètre et d'un sextant. Ah ouais, ok. L'équipage du Mary Celeste a disparu sans laisser de traces. Ni le capitaine Briggs, ni sa femme, ni leur fille, ni les 7 membres d'équipage n'ont jamais été retrouvés. C'est fou. Et j'ai envie de te dire, c'est encore plus fou que les autres histoires. Je suis d'accord. Je trouve, quand j'ai lu cette info, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et donc, le logbook du navire révèle que la dernière entrée du journal datait du 24 novembre. Donc, en fait, finalement, le dernier signe de vie, pour être plus clair, il date du 24 novembre. Il indique un gros 10-15 jours avant qu'il soit redécouvert. C'est ça. Il indique une position très approximative du navire, mais aucune indication d'événements anormaux dans les jours qui vont précéder cette découverte. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est, on va dire, je t'ai un peu... Alors, on peut parler de plein d'autres disparitions. Ouais, mais attends. Attends. Oui. Mais du coup, quel rapport avec le triangle des Bermudes? Parce que comme on a dit, il devait absolument pas passer dans le triangle des Bermudes, ce bateau. C'est du coup tout le mystère de cette disparition, c'est qu'il est retrouvé dans le triangle des Bermudes. Ah d'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire, hein? En fait, il part de New York, mais visiblement, il a dérivé. D'accord, ok. Dans le triangle des Bermudes. D'accord. Est-ce qu'ils sont disparus dans le triangle? Ça, c'est une énigme que personne ne pourra jamais résoudre. Ouais. Mais en tout cas, il est retrouvé dans le triangle des Bermudes. Ok. Il y a plein d'autres histoires. Il y a des histoires de... Alors, la dernière, si je te trouve la dernière, elle remonte à 1967, où on a un yacht privé qui disparaît lors d'une courte sortie en mer au large de Miami. Voilà. On en a une vingtaine d'histoires comme ça, une vingtaine d'histoires de disparitions où tantôt, alors je vais même pas dire où tantôt, parce que cette histoire que je t'ai relevée là, c'est la seule histoire où on retrouve un élément, le bateau. Ouais. Mais sinon les autres sont disparus et jamais retrouvés. On retrouve jamais rien de ces navires ou de ces avions, puisqu'il y a également des avions. Il y a des avions qui ont également disparu. Ouais, parce que moi je me disais, avec les moyens modernes, on devrait quand même pouvoir retrouver des choses au fond de l'eau maintenant. On n'a jamais rien retrouvé. Alors, c'est effectivement une question qu'on pourra se poser à la fin. Tu verras à la fin, on reverra un petit peu ce qui est entrepris pour essayer de faire le clair là-dessus. Au niveau des statistiques et du nombre approximatif de disparitions, il n'y a pas vraiment de chiffres qui documentent exactement, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, on démarre à peu près de 1850 et la dernière disparition, c'est 1967, je crois que je t'ai dit. Et en fait, il y en a beaucoup. Et on relève, il est quand même précisé qu'on relève plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'incidents qui sont évoqués dans le triangle des Bermudes. Mais un incident, c'est un incident, c'est pas quelque chose, c'est pas une disparition. Un incident, ça peut arriver, quoi. Et on a certaines disparitions qui ont des explications aussi. C'est-à-dire qu'il y a des disparitions puisqu'il y a des problèmes mécaniques, il y a des choses où on retrouve. Donc, c'est pas uniquement
une zone qui est où à chaque fois il n'y a aucune explication au final. Pour comparer, parce qu'il y a une comparaison qui est faite, en termes de disparition et de navires et d'avions, le nombre d'incidents dans le triangle des Bermudes, il n'est pas significativement plus élevé que d'autres régions maritimes et aériennes du monde. Ça, c'est important de le dire. Ouais, parce que souvent on se dit, ouais, c'est incroyable cette zone. Et ouais, c'est drôle parce que quand t'as dit, il y a eu aussi des incidents, des machins, j'avais envie de te dire, ouais, mais en fait, c'est comme si on se disait, ah, c'est drôle, au Québec, il y a plein d'incidents aériens ou de bateaux et machin. Bah ouais, mais en fait, j'imagine que c'est partout, en fait. Donc, oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors, pour en venir aux théories, et c'est toujours les choses intéressantes, et puis c'est toujours les choses qui... Alors, on sait finalement que ces théories, elles vont nous amener quelque part à rien, hein, puisque il n'y a pas de... C'est le principe d'une affaire obscure. Hein, on n'a pas de solution au final à toute la problématique qu'on soulève dans notre sujet. Il n'y a pas de pattern qui fait dire que toutes les disparitions, elles avaient toujours ça en commun. On a toujours retrouvé, je sais pas, une tentacule géante de pieuvre attachée quelque part. Non, enfin, là, exactement. On n'a aucune idée. Quoi. Il y a 3 types de théories, cependant, qui sont assez remarquablement ciblées. On a les théories naturelles, que je vais évoquer là. On a les théories surnaturelles, que tout le monde attend, évidemment. Et on a les théories rationnelles. C'est 3 types de théories qui sont évoquées pour essayer de comprendre ces disparitions. Rassure-moi, les extraterrestres, tu les classes dans la rationnelle. En tout cas, j'espère qu'il y a une théorie extraterrestre. Allez, suspense. Ça s'y prête bien. Je te dis rien. Les théories naturelles. Ouais. Alors, la première chose qui est relevée, c'est que on est dans un secteur avec des conditions météorologiques extrêmes. Ah ouais. Okay. Le triangle des Bermudes est situé dans une zone de l'océan Atlantique qui est sujette à des variations météorologiques qui sont violentes, puisque on le voit souvent aux informations, des ouragans, des tempêtes tropicales, pardon, pas des trempettes, ce qu'on appelle des microbursts. Est-ce que tu sais ce que c'est les microbursts? Alors je te dirais que c'est des vents de cisaillement là qui. C'est des vents qui arrivent tout d'un coup, qui descendent d'un seul coup en fait, et qui se développent très rapidement. Et on est ici donc à proximité de l'Atlantique Nord, du Golfe du Mexique, et donc forcément il y a un peu le choc des températures aussi qui vient un petit peu à cet endroit-là créer des difficultés. Donc on a ce qu'on appelle d'ailleurs le Gulf Stream, hein, que tout le monde connaît et que tout le monde a vu à l'école. C'est le puissant courant océanique qui traverse un petit peu le triangle des Bermudes et qui remonte vers l'Europe et qui crée un petit peu les climats actuels, hein, et qui est fortement bouleversé en ce moment avec le réchauffement climatique, hein, et qui a généré des tempêtes d'ailleurs en France qui sont terribles. Hein. Je sais pas si tu as entendu. On a eu des tempêtes. J'ai entendu là dans les derniers jours que vous avez été servi. Hein. Ah ouais, il y a eu des belles tempêtes là. Ouais. Donc voilà, on a donc des choses qui peuvent expliquer, c'est le vent évidemment et les courants puisqu'ils sont très puissants. On a ces phénomènes météorologiques locaux qu'on a évoqué tout à l'heure, les microbursts, qui peuvent intervenir à tout moment et qui viennent lorsqu'il y a une forte colonne d'air qui descend brusquement du ciel vers l'océan. Ça crée forcément des gros problèmes pour les navires ou pour les avions qui traversent ces zones. Hein. Et on a aussi ce qu'ils appellent, dans ce secteur-là, on a des trombes marines. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est ça, des trombes marines. J'imagine c'est des pluies... Alors c'est pas comme des trombes d'eau, non. Non, ok. Alors j'en ai aucune idée. Les trombes marines, c'est des tornades qui sont sur l'eau. Tu sais, ces espèces de... En fait, c'est des espèces de... Tu sais, les siphons, là, voilà. Ah ouais, ok. Tu vois, un peu, ça, c'est dans notre imaginaire collectif, on a tous en tête cette espèce de truc, de cercle qui tourne, là, et qui nous entraîne dans un siphon. Le genre de truc que t'as pas envie de voir quand t'es en croisière, quoi. Effectivement, je te le fais pas dire. On a aussi, dans ce secteur-là, une visibilité qui est réduite, puisqu'on a beaucoup de brume, beaucoup d'averses, qui viennent un peu obstruer la visibilité. Et ça crée forcément aussi des problèmes de navigation, puisqu'il y a des conditions de navigation avec un faible éclairage, avec une faible visibilité.
Et puis on a évidemment l'effet combiné de tout ça, parce que on imagine qu'on est en croisière dans les Caraïbes, et que là on a un siphon avec un microburst, puis une tempête, puis des trompes d'eau. Et bah là voilà, triangle des Bermudes ou pas, on sait qu'on est dans la merde, hein, comme tu l'as dit précédemment. Deuxième théorie naturelle, qui est moi que je ne connaissais pas, mais qui est aussi tout aussi intéressante, c'est le champ magnétique terrestre. D'accord. Alors, je ne vais pas faire un cours sur le champ magnétique terrestre, mais évidemment tout le monde sait que la Terre possède un puissant champ magnétique tout autour de la planète, qui est généré par le noyau de la Terre, hein, et qui joue un petit peu le rôle de la protection des radiations, etc. On va dire grosso modo, c'est ça. Et en fait, ce champ magnétique, il a deux pôles, le pôle nord et le pôle sud, et ça dévie un petit peu toutes les des particules des vents solaires, etc. Ça éloigne les grosses difficultés qui nous viennent de l'espace, en gros. Oui. Et on a remarqué qu'en fait, à cet endroit-là de la Terre, il y a un champ magnétique qui est assez important au niveau du triangle des Bermudes. D'accord. Et ça vient un petit peu étayer la difficulté qu'a rencontré notamment l'escadrille du Flight 19. Je sais pas si tu ça vient perturber voilà. à l'époque il n'y avait pas de GPS, mais en tout cas ça vient perturber la boussole et les éléments qui peuvent permettre de naviguer en l'air, mais pourquoi pas aussi sur l'eau en fait. Et c'est exactement ça en fait. D'accord. En fait, il y a tous les instruments de navigation. Le champ magnétique vient tout bousculer. D'ailleurs, je sais pas si vous avez en tête des documentaires ou des films sur le triangle des Bermudes, mais en général, on voit un peu ce truc-là. Tu sais, sur les tableaux de bord, c'est tout qui se met un peu à vriller et on sait plus où on est. En général, tu vois le pilote de l'avion avec pas mal de gouttes de sueur qui est en train de tenir le manche et avec les trucs qui s'emballent dans tous les sens. Et avec en plus un orage. Exactement ça. Et donc en fait, finalement, à cause de ce champ magnétique qui est important dans ce secteur, les équipages ils perdent leur capacité à donner leur position et puis surtout à avancer leur position et à continuer leur chemin. Ce qui entraîne des erreurs humaines, hein, forcément, hein, puisque quand on est en difficulté, désorienté, c'est difficile. Donc ça, c'est une des troisièmes théories naturelles. D'accord. La quatrième, c'est les volcans sous-marins. Ah ouais. On est aussi dans ce secteur-là de la Terre, à un endroit où il y a beaucoup de volcans sous-marins. Je ne sais pas si tu le savais. Ah non, alors je ne savais absolument pas. Où il peut y avoir des éruptions volcaniques. Alors attention, on est toujours au conditionnel, hein. Je vous vois venir dans vos commentaires, c'est faux, je suis géologue, etc. Bon, bref, c'est l'information qui nous est transmise, c'est que forcément il y a des éruptions volcaniques. Et ça crée des difficultés, ça crée des champs de bulles de gaz, de la vapeur, des émissions de gaz, des émissions de dioxyde de carbone, de méthane, etc. Ce qui peut expliquer, par exemple, que quand certains naviguent, il y ait des remontées et puis il y a des gens qui disparaissent ou j'en sais rien, tu vois. J'y crois un peu moins, celle-là, c'est drôle, mais parce que souvent ça, tu sais, t'as aussi du tremblement de terre, des choses comme ça, donc on aurait aussi des stats, je pense, dans les tremblements de terre. Mais ok. Bon. Ça, c'était un petit peu toutes nos théories naturelles. Alors, elles sont toutes finalement plausibles, hein, puisque on est sur des théories. On n'affirme pas que c'est ça, mais en tout cas, on se dit, il y a tout ça autour. Ouais, exactement. Il y a tout cet environnement naturel qui existe et qui peut mettre en difficulté les navigants, quelque part. Et ça peut être aussi une combinaison de tout ça, hein. C'est possible aussi. Hein. Et on arrive à nos théories surnaturelles. Alors là, est-ce que tu sais que certains pensent que le triangle des Bermudes est un endroit de rencontre avec les ovnis? Ah mais je m'en doutais. Mais d'ailleurs, je vais reprendre ma vision de souvent dans les documentaires, tu vois, le pilote qui a la goutte de sueur, qui a les instruments qui sont dans tous les sens, il est en train de tenir le yoke comme il peut, il essaie de faire naviguer son avion, et puis d'un coup il voit une grande aura au-dessus de l'avion, et puis il se fait aspirer comme ça par les ovnis. Et voilà. Et donc, selon cette théorie extraterrestre, on est dans un endroit en fait un peu privilégié
pour la rencontre D'accord. avec les ovnis. Il y en a beaucoup qui disent que beaucoup d'engins spatiaux sont responsables de l'enlèvement des navires. Là, on est vraiment dans quelque chose de poussé. Hein. Ouais. En fait, finalement, les ovnis viennent viennent créer des portails dimensionnels ou des distorsions temporelles qui pourraient provoquer la disparition de ces navires. Et là encore, je fais appel à votre inconscient. Combien de films ou de documentaires j'ai vu où on voit un bateau passer dans une espèce de porte un peu à la Stargate, tu sais, et qui se retrouve nulle part, et où en fait les gens ils disent il a complètement disparu ce bateau, c'est incroyable. Et les gens vont bien en fait, ils sont juste dans une autre dimension que la nôtre. Wow. Non mais voilà. Ok. Donc c'est une théorie, une théorie qui est fort plébiscitée, ça, attention. Alors, je te dirais, à la limite, j'y crois plus que les ovnis. Si on devait, tu vois, si on devait choisir ovni, autre dimension, je pense que je croirais un peu plus à l'autre dimension, tu sais. Ah ouais. Tu penses que c'est jouable, ça? Je vais pas dire que c'est ma théorie préférée, mais c'est peut-être potentiellement plus. Enfin, en tout cas, je suis potentiellement plus client de ça, on va dire. D'accord. Bon, il y en a une autre qui est assez romantique, je trouve, toujours dans le surnaturel. C'est une explication mythologique. D'accord. Est-ce que tu vois ce qu'on pourrait en retirer de cette phrase que je te donne? Moi, j'imagine une pieuvre gigantesque qui vient avaler tout ce qu'elle trouve. Mais c'est. Alors franchement là, t'es bon en imagination parce que franchement ça c'est pas mal ce que tu dis là. Moi, ce que je te propose, c'est pas ça. C'est qu'en fait, une légende est associée au Triangle des Bermudes. C'est la légende de l'Atlantide, qui est une île mythique qui aurait été engloutie par les eaux, que tu connais, hein, évidemment, qui est évoquée dans l'Iliade et l'Odyssée, enfin, qui est évoquée. Et on pourrait limite faire un épisode sur l'Atlantide d'ailleurs. Exactement. Il y a de quoi en dire. Ouais. Tout à fait. Et donc certains suggèrent qu'il y a des ruines de l'Atlantide qui se trouve au fond de l'océan, dans la région du Triangle des Bermudes. Et donc, il y aurait une espèce de force, une force antique qui viendrait un petit peu aspirer les bateaux et les avions. Bon, d'accord. C'est un peu loufoque quand même, mais c'est assez romantique, je trouve. J'aime bien l'idée, moi. Et évidemment, et je vais pas te rendre surpris en te disant ça, mais il y a des théories rationnelles aussi là-dedans. Faut pas l'oublier. Alors je vais pas les étayer je vais les étayer, je vais te les donner, mais on va pas rentrer dans les détails, ça va pas être intéressant. Mais évidemment, il y a les erreurs de navigation. Hein. Évidemment, c'est possible, qui peuvent être en lien avec les théories naturelles, hein, d'ailleurs, à cause d'événements météorologiques ou autres. Il y a les défaillances mécaniques, qui sont aussi des problèmes assez récurrents dans le milieu marin ou dans le milieu de l'aviation. Et puis, il y a les erreurs humaines, tout simplement. On ne sait jamais, finalement, quand il y a quelqu'un qui embarque, on ne sait jamais ce qu'il a dans la tête. Hein. Est-ce qu'il est assez compétent, voilà, etc. C'est ça qui est intéressant. Je trouvais assez intéressant de te donner quelques témoignages. Ah, c'est vrai que c'est intéressant. Ça, c'est assez intéressant. Des témoignages de survivants et de témoins oculaires. J'en ai 5. Okay. Je vais te les lire in extenso. Je trouve ça intéressant. On a tout d'abord le témoignage d'un pilote d'avion. En fait, c'est tous des gens qui sont revenus, hein, évidemment. Donc, du coup. Ils ont pas été victimes. Enfin, ils ont été victimes de choses étranges. Ok. On a tout d'abord le témoignage d'un pilote d'avion. Je le cite. Tout d'un coup, nous avons perdu tout contact radio et nos instruments ont commencé à déconner. Le ciel est devenu sombre, mais on ne pouvait pas voir d'étoiles. C'était comme si nous étions dans une autre dimension. Heureusement, nos systèmes sont revenus à la normale après quelques minutes et nous avons pu reprendre le contrôle de l'avion. Premier témoignage. Intéressant. Et tu sais quel avion c'était? Si c'était un petit Piper ou si c'était genre un Boeing? Alors, je pense que c'était un avion de ligne, à mon avis. Ok, d'accord. Ouais. Méga flippant. On est d'accord.
on a cette fois le témoignage d'un marin. Nous étions pris dans une violente tempête, et la mer semblait se déchaîner autour de nous. Puis soudainement, tout s'est calmé. L'eau était plate comme un miroir, et il n'y avait aucun vent. C'était étrange, comme si nous étions entrés dans une zone isolée du reste du monde. Nous avons finalement réussi à naviguer hors de là, mais nous ne pouvons pas expliquer ce qui s'est passé. Deuxième témoignage, je vois qu'il te laisse sans voix. Ouais, non, mais franchement, je trouve ça intéressant, tu vois, comme témoignage. Troisième témoignage, on a le témoignage d'un plongeur, cette fois. C'est à chaque fois des personnes différentes. Ouais. Nous explorions un récif dans la région du Triangle des Bermudes, lorsque nous avons repéré une forme étrange dans l'eau. C'était une lumière vive et étincelante qui est apparue et a disparu en un instant. C'était incroyable, mais nous n'avons jamais su ce que c'était. Ouais, ils ont vu un phare, en fait. C'est possible, non? En fait, il y avait un gars qui se baladait là. Avec une lampe torche, avec une lampe torche sur une île. C'est un poisson qui devait aller pisser, quoi. Enfin, bon, voilà. Témoignage d'un pêcheur. Nous pêchions tranquillement dans notre bateau lorsqu'une énorme bulle de gaz est remontée à la surface de l'eau à quelques mètres de nous. Elle était si grande qu'elle aurait pu engloutir notre bateau. Nous avons rapidement reculé, craignant que quelque chose de dangereux ne se cache en dessous. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Là ça va pas mal avec la théorie des volcans, tu sais, qui lâcherait du lest un peu comme ça, quoi. Tout à fait. Sans commentaire. Témoignage d'un navigateur, encore une fois, donc qui était sur un bateau. Nous pensions être parfaitement sur le cap, mais soudainement, notre boussole est devenue folle. Elle pointait dans toutes les directions, et nous n'avions aucune idée d'où nous étions. Nous étions désorientés pendant un moment, mais nous avons finalement réussi à recalibrer notre équipement et à reprendre notre cap. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque, tous ces témoignages, toi, Florent ? Alors, écoute, David, moi, je pense que la plupart de ces témoignages, je te dirais qu'on peut les lier à tes tout premières théories qui sont très terre à terre. Et moi, j'aime assez ça. Tu sais, pour moi, j'aime vraiment beaucoup l'histoire de la météo, avec les changements météo qui peuvent être fulgurants et puis qui peuvent justement mettre en danger un peu les équipages, soit de bateaux, mais aussi d'avions et compagnie. Et en même temps, le côté magnétique qui peut être différent à cet endroit-là, parce que ça, en plus, on sait, en plus de la météo, mais on sait que c'est possible. Il y a comme, tu sais, il y a un parc national aux États-Unis, par exemple, où en fait, tu peux te balader avec une boussole et tu vois qu'en fait, la boussole, il y a certains endroits où elle est un petit peu folle. Donc, en vrai, ça existe. Donc, moi, j'aime bien penser que pourquoi pas les deux pourraient se conjuguer, tu vois. Et du coup, je pense que ça peut répondre à 90%, 95% des différents exemples que tu as donnés. Ok, bon, écoute, effectivement, c'est des témoignages assez intéressants, mais bon, c'est des témoignages de revenants finalement, enfin de personnes qui n'ont pas été impactées plus que ça, juste par une petite anecdote qu'ils viennent nous raconter en disant il y a eu des problèmes. Donc, est-ce que c'est finalement, est-ce que ça peut nous apprendre des choses ? Je ne sais pas. En tout cas, on a plusieurs enquêtes qui ont été menées. Et on a depuis tous ces incidents qu'on a évoqués tout au long de ce podcast, on a plusieurs enquêtes qui ont été menées. Alors, dans un premier temps, des enquêtes gouvernementales, évidemment, puisqu'on a des bateaux et des avions qui ont été perdus, notamment des États-Unis. Donc là, il y a l'US Navy et l'US Coast Guard. Putain, alors là, c'était chaud pour moi. Les forces armées américaines ont mené les enquêtes sur des centaines de disparitions liées au triangle. Okay. Et notamment qui ont, comme je te l'ai dit, impliqué des avions et des navires militaires. Et ils ont donc examiné les données de vol, les enregistrements de communication, les témoignages des survivants, et ils ont remonté régulièrement des rapports qui faisaient référence à des défaillances mécaniques. D'accord. Voilà. On a aussi la National Transportation Safety Board, la NTSB. Ouais, le NTSB. Qui est responsable de l'enquête sur les accidents d'aéronefs civils aux États-Unis.
qui ont enquêté sur les disparitions, notamment d'avions, et qui eux, pour lesquels on n'a pas forcément de retour. Alors c'est peut-être des choses qui sont pas encore déclassifiées d'ailleurs. Non, mais c'est une institution. C'est une institution qui est très très terre à terre. Un peu, c'est l'équivalent du BEA français. Donc dès que tu as un accident d'avion, eux ils viennent prendre les preuves, ils travaillent sur qu'est-ce qui a pu causer cet accident pour améliorer la sécurité du transport aérien. Et j'avoue que dans ce genre de cas où il y a aucune preuve, rien du tout, ils peuvent pas travailler sur grand chose. Donc je pense pas que tu auras grand chose côté NTSB. Tout à fait. Et on a aussi des enquêtes indépendantes qui ont été menées. D'accord. Alors parmi lesquelles les plus importantes, une enquête de Larry Kusch. Je sais pas si tu connais Larry Kusch. Pas du tout. C'est un chercheur et auteur qui a publié en 1975 un livre intitulé The Bermuda Triangle Mystery, Solved. Il va pas de main morte. Okay. Exactement. Il a mené des recherches approfondies pour réfuter les théories surnaturelles associées au triangle des Bermudes, en fournissant l'intégralité des explications rationnelles pour les incidents qui ont été évoqués tout au long de ce mystère. D'accord. On a aussi un auteur, Vincent Gaddis, qui est crédité pour avoir popularisé le terme triangle des Bermudes. C'est quelque part lui qui l'a créé dans son livre The Deadly Bermuda Triangle, publié en 1964. Et bien qu'il n'y a pas vraiment mené d'enquête sur ces disparitions, son travail a suscité pas mal d'intérêt pour la région et en rapport avec le mystère. En fait, globalement, je sais pas si tu t'as vu un petit peu la chronologie que je t'ai donnée tout à l'heure, mais en gros, cet auteur-là, il a un petit peu popularisé l'expression et les mystères. D'accord. Ok. On a des sociétés de recherche sous-marine aussi qui ont mené des enquêtes et qui ont donc fait des explorations sous-marines. C'est ce que tu me posais tout à l'heure comme question. Pour découvrir un certain nombre d'épaves de navires et d'aéronefs disparus. Et alors ces expéditions, elles sont souvent menées à des fins de recherche historique et archéologique. Donc là encore, on n'a pas vraiment eu de retour par rapport à ces missions. Mais je précise quand même qu'un certain nombre de navires et de bateaux que je t'ai évoqués tout à l'heure n'ont pas été retrouvés encore. C'est important de le savoir. Et enfin, il y a des universités, des chercheurs qui ont aussi effectué des études sur les variations magnétiques dans la région et sur les effets potentiels sur les instruments de navigation. Et ces études, elles vont contribuer à expliquer un certain nombre d'erreurs qui ont été commises par certains navires et certains avions qui ont disparu. Donc, on a un début de réponse quand même. Oui. C'est important d'avoir cette vision-là. Alors, ma question, Florence, c'est déjà, qu'est-ce que tu penses globalement de ce mystère, s'il en est, puisque finalement, c'est ça qui est intéressant quand on fait une enquête sur une affaire obscure. Est-ce que finalement, pour toi, c'est une affaire obscure, déjà dans un premier temps, et dans un second temps, est-ce que toi, tu m'as déjà évoqué un petit peu des théories, mais est-ce que toi, tu as des choses sur lesquelles tu voulais ajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire actuellement ? Ouais, je te dirais que effectivement, en fait, je dirais que c'est pas une affaire obscure, mais c'est des affaires obscures parce que je pense qu'elles ont peut-être pour la majorité la même cause et compagnie, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, je crois quand même pas mal que c'est une addition de phénomènes météorologiques, plus pourquoi pas de champs magnétiques et compagnie, qui est différent. Donc ça, c'est un petit peu mon point de vue. Après, le triangle des Bermudes, moi, j'en ferai pas forcément une affaire obscure, mais comme je te dis, plusieurs affaires obscures pour chacune des affaires. En gros, qu'est-ce qui s'est passé exactement sur chacun de ces accidents. Donc voilà, c'est ça mon avis. Ok. Écoute, moi j'ai à peu près le même avis. En fait, je me suis rendu compte d'une chose en faisant ce sujet, c'est que finalement, mon imaginaire et puis tout ce que j'avais entendu par rapport à cette affaire, ça n'avait jamais été remis en question par la compréhension des faits précis, tu sais. Je m'étais jamais penché sur cette affaire. Et en fait, en s'y penchant, on remarque qu'en fait, oui, clairement, il y a des disparitions, des choses étranges. On l'a vu,
notamment la dernière histoire que je t'ai évoquée dans les années 1800, où il y a personne qui était sur le bateau, etc. Oui. Mais on se rend compte que finalement, tout est explicable, et surtout dans des régions comme celle-là. Voilà, vous l'avez tous vu, hein, Pirates des Caraïbes, hein, je pense, hein, Ouais. nos auditeurs. Et dans Pirates des Caraïbes, souvent on voit quand même les mers un peu déchaînées, un petit peu. Alors c'est clair que c'est de la fiction, hein, on est d'accord. Ouais. Mais ça relève bien un petit peu le climat de là-bas. C'est-à-dire que c'est des climats tropicaux, et d'une seconde à l'autre, il peut y avoir un changement de météo qui viennent contrarier, et il suffit en plus qu'il y ait des problèmes avec au niveau des champs magnétiques, etc. Vous imaginez la panique, hein. Alors on fait des erreurs. Je pense que quand tu es dans un avion et que tu n'as plus aucun contrôle sur ta direction, etc., en ne sachant plus où tu vas, je pense que tu paniques, clairement. Tu es dans un orage tu vois plus rien, c'est compliqué. Surtout dans les années 60. Et c'est pourquoi on se disait tout à l'heure, pourquoi il n'y a plus rien aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, il y a la technologie qui nous aide, hein. Oui. Et aujourd'hui, un avion, même s'il est dans un orage, même s'il y a plus de, il y a toujours quand même globalement quelque chose qui le sécurise, hein. Donc c'est pourquoi, d'après mes recherches, en tout cas, il n'y a plus rien d'étrange depuis au moins l'an 2000 par rapport à ce mystère. Ouais. Et donc voilà, on peut le dire au final que c'est une affaire qui est semi-obscure, hein, le triangle des Bermudes, qui fait place beaucoup, et on l'a vu avec son auteur, l'auteur que j'ai cité à l'instant. Finalement, c'est plus quelque chose qui est romancé, hein, quelque part, qui a été romancé et qui est de l'ordre un peu de la légende urbaine maintenant. Enfin, pas de la légende urbaine, mais de la légende. Non, mais oui, c'est quelque chose qui fait limite sourire maintenant. Exactement. Pour terminer ce podcast, je voulais, comme d'habitude, j'aime bien faire des rapprochements avec d'autres zones un peu compliquées comme ça dans le monde, hein. Ouais. Alors on a par exemple une autre zone qui est dans le Pacifique Nord-Ouest, la Dragon's Triangle, la mer du diable, qui est aussi connue comme un peu l'équivalent du triangle des Bermudes, mais dans le Pacifique Nord-Ouest. D'accord. C'est situé cette fois entre le Japon, Taïwan et les îles Bonin. Alors ça, je sais pas où c'est, mais en tout cas, voilà, vous situez où. Et où il y a beaucoup de disparitions de navires et d'avions, ainsi que des phénomènes météorologiques étranges. C'est bizarre, à chaque fois, il y a le phénomène météorologique étrange qui vient un petit peu, voilà. Qui vient donner le petit punch, le petit grain de sel, tu vois. Alors, on a le triangle du Michigan. Ok. Qui est donc situé dans la région des Grands Lacs des États-Unis, et notamment près du lac Michigan, comme vous vous en doutez, et qui est associé aussi à des disparitions mystérieuses de navires, mais quand même bien moins connu que le triangle des Bermudes. Il y a certaines affaires qui sont un petit peu étranges aussi dans le triangle du Michigan. Ah ouais. À découvrir, si jamais vous ne connaissez pas. Ouais. Et puis, dans l'Atlantique Sud, on a aussi des cas de disparition mystérieuse, qui sont quand même bien moins célèbres que le triangle des Bermudes, mais on a aussi là encore des complications météorologiques avec des tempêtes violentes qui vont très régulièrement attribuer certains accidents, hein. Et l'océan Indien aussi également, où on a aussi des disparitions. Mais finalement, en fait, quand on remarque tout ça, on se dit, finalement, c'est tous les océans du monde, quoi, où il y a des difficultés et des disparitions, puisque c'est une réalité. On l'a vu avec l'affaire de l'avion qui avait disparu, le MH, je sais plus combien, le 370, MH370. Bon, c'est une disparition d'avion, mais bon, c'était plus dans l'océan Indien, là, de mémoire. Et là, voilà, des disparitions, il y en a dans le monde entier. Alors, le MH370, c'était sans doute pour d'autres raisons qu'on ne connaît pas. Oui. Mais là, on peut remarquer que, de toute façon, ça fait partie, de toute façon, des aléas de ceux qui naviguent, hein. Ouais. Et ceux qui naviguent, ils sont face à des conditions qui sont parfois très compliquées et qui les mettent en difficulté. Et je pense, en tout cas, on peut conclure comme ça, finalement, c'est l'aléa météorologique et puis l'aléa local, quelque part, qui fait que certaines régions du monde sont plus sinistrées que d'autres dans les mystères et les disparitions, hein. Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis tout à fait d'accord.
Écoute, pas grand-chose à ajouter là-dessus. Je te dirais que effectivement, si on vient d'écrire un cercle ou un triangle, peu importe où dans le monde, on va trouver plein de disparitions inattendues et puis inexpliquées, inattendues. Et puis en fait, c'est très facile après de venir dire ah bah tiens, cet endroit il est maudit ou il est peu importe parce qu'il y a ci ou il y a ça, mais en fait derrière, quand on regarde vraiment, il peut y avoir des phénomènes météo qui sont un peu différents parce que la Terre elle est escalée, mais justement il y a des endroits dans le monde où c'est un petit peu moins vivable, on va dire. Finalement, est-ce que ce serait pas l'homme qui crée les mystères? C'est pas beau C'est comme beau ce que tu dis là, David. fin, là. Ouais, franchement. En tout cas, voilà, ravi d'avoir relancé ce premier épisode sur cette affaire. Hein. Ouais, merci David. Franchement, très beau sujet, hein. Très bien préparé. Ouais, écoute, j'ai trouvé ça très intéressant. Je connaissais pas l'affaire au préalable, et j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Donc c'était, je pense, un plaisir de le partager à nos auditeurs. Et en tout cas, nous, on se revoit, alors pas de la semaine prochaine, mais dans 15 jours, hein, si j'ai bien compris notre nouveau fonctionnement. Tout à fait. Et donc, toi, est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ce qu'on fait dans 15 jours? Sans trop en dire, je vais plus vous donner le thème général. Et puis en fait, pour parler du thème général, on va parler d'un sujet en particulier, mais on va parler de voyage dans le temps. Ok, super. Eh ben, écoutez, je vous dis à bientôt et bonne journée à tous. Et à très bientôt. Salut. Merci David, bonne journée à tous et puis à très bientôt.